Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir donc débuter cette table ronde. Merci d'être présents aujourd'hui pour nous écouter sur cette thématique du lycée hôtelier de demain et également célébrer les 40 ans du lycée hôtelier. C'est une vraie fierté pour nous, je le redirai encore ce soir lors des discours officiels et effectivement d'annoncer le nouveau nom de l'établissement, c'est quelque chose également d'important pour nous. Donc merci à tous. Merci aux collègues qui prennent des notes et qui sont à la régie sur la caméra. Il y aura un compte rendu qu'on pourra diffuser, qui sera diffusé sur les réseaux sociaux certainement et qu'on pourra envoyer également sur les mails, les boîtes mail des personnes qui se sont inscrites. Écoutez, on va commencer par un rapide tour de table des intervenants. Je vous laisse, Madame Chélan, vous débutez? Oui. Donc bonjour, je suis Sarah Chélan, directrice de la Bastide de Moustier, 4 étoiles dans les Alpes de Haute-Provence, et je suis une ancienne élève du lycée. Il y a 23 ans, hier quoi. Voilà. Très bien. Bonjour, je suis Patrice Malek, je suis restaurateur, j'ai deux établissements, un sur le Prado qui s'appelle Entrecôte du 8e, l'autre sur le port qui s'appelle Entrecôte du Port. Et je représente aujourd'hui Bernard Marty, le président régional 2013, et je suis en charge des restaurateurs au sein de ce syndicat patronal pour les restaurateurs. Moi, je crois qu'on entend. On va échanger les micros parce que je crois qu'ils fonctionnent peut-être un peu moins bien. On va essayer celui-là. Bonjour, je suis Guillaume Sourieux, chef de cuisine au restaurant Les Puisettes à Marseille. Alors moi, je suis pas un ancien élève parce que c'était pas ouvert quand j'ai commencé, donc ça ne me rajeunit pas. Je suis un ancien de Nice. Mais j'ai suivi les parcours des uns et des autres de tous les gens qui sont venus travailler avec moi depuis des années. Et le lycée hôtelier est une référence. Bonjour, René Bergès. Je pense que je suis assez connu dans le lycée. Donc ça fait des années que je vous suis et c'est avec plaisir de venir. Bonjour, je suis Marie-Florence Bulto-Rambaud. Je suis vice-présidente du conseil régional en charge des lycées, de l'orientation, de l'apprentissage et de l'éducation. Et je suis également, pour ceux qui connaissent, et j'espère que vous êtes nombreux, vice-présidente de WorldSkills France. Bonjour, Denis Ferraud, proviseur du lycée hôtelier Paul Augier à Nice. Jeanne et Paul Augier, puisque nous également nous sommes rebaptisés, tout comme vous. Président du campus d'excellence également tourisme international hôtellerie pour la région sud. Michel Lunier, je suis donc inspecteur général en charge de la filière hôtellerie, restauration, tourisme pour la France. Merci. On va peut-être passer là. Non, là. Voilà, formidable. Effectivement, à l'heure où le secteur de l'hôtellerie-restauration est confronté à de multiples mutations, on le voit, convention collective, crise des vocations, nouveaux enjeux éco-responsables, les entreprises et les établissements scolaires sont contraints de s'adapter et d'envisager des solutions durables pour assurer la pérennité des métiers. Voilà, pour présenter le thème d'aujourd'hui, qui est le lycée hôtelier de demain, le pari de l'innovation. Je vous propose 4 thématiques que l'on va aborder successivement. On va pouvoir passer à la diapo suivante. Voilà. Donc je vous laisse lire. Donc envisager le management adapté aux professionnels de demain, communiquer pour la promotion de nos spécialités, œuvrer pour le développement du patrimoine territorial en incluant l'éco-responsabilité et comprendre la complémentarité entre les parcours scolaires, sous statut scolaire et en apprentissage. Donc on va prendre le premier thème avec un constat pour envisager un management adapté aux professionnels de demain. On se rend compte que parfois on a des managements qui sont très directifs, traditionnellement employés dans l'hôtellerie-restauration, qui semblent effectivement moins adaptés à des nouvelles générations et à une volonté de ces jeunes d'avoir une qualité de vie et des rythmes de vie plus équilibrés. Et il faut qu'on s'adapte à ce constat-là, nous, en tant
établissements scolaires, dans ce qu'on apprend en termes de management, mais également les établissements hôteliers. Il y a déjà une mutation qui est en cours, mais est-ce qu'elle est aboutie? C'est une question. Je vous propose d'échanger sur cette thématique-là. J'ai échangé avec Mme Chélan qui va débuter, du coup, parce que je sais que dans son entreprise, elle a mis en place des choses intéressantes justement dans le cadre du management, la qualité de vie au travail. Vous pouvez nous en parler? Oui, donc on a tous connu ce Covid. Ça nous permet de nous remettre en question et depuis 2 ans, le constat est de vraiment donner envie à tous ces jeunes de faire notre beau métier et donc une remise en question nécessaire. Donc j'ai mis en place, avec l'aide de la chaîne à laquelle nous appartenons, les collectionneurs, un label. On a été établissement test sur la qualité de vie au travail. Donc c'était un audit en fait, et ça m'a donné une photo de mon établissement et du regard porté de mes collaborateurs sur mon établissement. Donc ça a été très positif. Bon, c'est un petit peu dur au début, on se prend une petite claque, hein, mais après on se remet vite en question et ça a porté ses fruits. Ça a été des questions simples sur l'équité, sur la répartition des pourboires, sur des choses comme ça, sur ce qu'ils attendaient, sur fêter les anniversaires, sur des choses auxquelles je n'avais pas pensé moi-même. On est la tête dans le guidon, on avance et donc voilà, ça fait 2 ans que je m'appuie là-dessus, où on fait des efforts avec l'aide de mon patron, bien sûr, M. Lucas, qui m'accompagne là-dessus pour essayer d'adapter l'entreprise aux attentes de tous ces jeunes. Voilà. Est-ce que quelqu'un va rebondir sur ce point-là, effectivement, sur le management dans l'hôtellerie-restauration, parce qu'on se rend compte que les anciens ont parfois encore des managements très directifs et qui ne correspondent pas aux attentes de nos jeunes. M. Soyeux? Oui, moi je recible un peu notre métier. Notre métier, c'est vendre du bonheur. Mais pour vendre du bonheur, il y a une discipline, il y a une hiérarchie. Et ce qui fait peut-être aux jeunes maintenant, quand ils arrivent dans notre métier, c'est que effectivement, on dit les choses 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais pas forcément 4. Et donc ça peut blesser certaines personnes. C'est vrai que moi, ça fait plus de 22 ans que je suis à l'Épuisette, ça fait presque 40 ans que je fais ce métier. J'ai vu une grosse évolution. Pour avoir commencé chez Bernard Loiseau, je peux vous dire que ça me fait tout drôle de gérer maintenant les hommes comme je les gère à l'Épuisette. Mais c'est une évolution, c'est les jeunes. Alors il y a des jeunes qui sont super, il y a ceux, j'ai des stagiaires chez moi en ce moment du lycée qui sont extraordinaires. Donc il faut s'adapter. On a essayé effectivement de leur donner une amplitude horaire de repos supérieure à ce que nous on avait avant. C'est-à-dire que moi je tourne à 2 jours et demi et la prévision c'est plutôt 3 maintenant dans le futur. Je pense que c'est un petit peu, on en parlait avec Philippe Zera tout à l'heure, c'est ce qui nous amènera un petit peu à pouvoir embaucher des gens en leur disant on fait travailler 4 jours. Évidemment, notre métier, quand les gens partent à 11h du soir, on ne peut pas dire aux gens partez parce que mon personnel doit partir, c'est délicat. Par contre, si les gens se reposent 3 jours, ils sont un peu plus compréhensifs. Et effectivement, dans le management, après c'est peut-être l'âge qui joue ça aussi, mais moi j'ai une approche complètement différente avec les jeunes. La transmission que j'avais il y a quelques années n'est plus la même, c'est-à-dire que je vais plus en profondeur et je vais beaucoup plus souplement. Et j'essaie de les amener avec le temps, et je me consacre plus de temps pour les amener là où j'ai envie de les emmener. Et avec le sourire et dans une ambiance générale qui est assez bonne pour l'établissement que je gère. Voilà mon expérience un petit peu de l'évolution du management. Bon, moi je suis peut-être une référence en tant que personne d'un certain âge, parce que ça fait déjà plus de 50 ans que je fais ce métier. Je vois que l'évolution, moi si vous voulez, ça ne me choque pas ce qui se passe en ce moment, parce que quand j'ai appris l'apprentissage, la façon qu'on travaillait, la façon qu'on a été commandé, les demi-journées de congé, après on a augmenté les journées de congé. Donc pour moi c'est une évolution qui est logique des choses. Donc les jeunes vont s'adapter à une façon de vivre à notre système. Nous on se dit bon c'était une époque et puis je pense que les jeunes vont réussir dans leur domaine différemment. Tony, tu veux intervenir ? Alors, on dit beaucoup les jeunes.
Moi, je dis, les jeunes sont quand même formidables. Nous sommes dans une filière assez privilégiée, je pense qu'on le partage, et on a la chance d'avoir plus de 80, presque 90% de ceux qui intègrent nos formations qui sont réellement motivés, qui ont réellement un projet et qui ont réellement envie. Donc, pour des proviseurs, c'est une vraie chance parce que ce n'est pas le cas dans tous les lycées professionnels et ce n'est pas des orientations par défaut. C'est très souvent des orientations par choix. Et il est vrai, hein, le monde a changé, comme le chante si bien Julien Doré, mais les jeunes aussi ont changé et tout change. Et le constat est qu'ils demandent beaucoup d'attention. Oui. Alors nous sommes un métier où il y a beaucoup de règles, beaucoup d'exigences, mais il leur faut beaucoup d'attention. Donc on doit faire avec, on doit s'adapter, et ce n'est pas eux qui s'adaptent, mais c'est plutôt nous, dans nos formations, et vous, lorsque vous les accueillez également dans vos entreprises, qui devez vous y adapter, jusqu'à une certaine limite, on est bien d'accord. Et ils sont en demande de mentorat, d'exemplarité, de tutorat et de cet encadrement de bienveillance. Et après, je pense qu'on peut les emmener très loin, parce qu'on le voit avec des managers justement qui savent les prendre en main, qui savent les conduire. Ils ne vont pas rechigner à faire des heures en plus, ils ne vont pas rechigner à la tâche, parce qu'il y a un minimum de transmission. Et ce qu'ils veulent vraiment, c'est qu'il y ait cette transmission, et ils savent donner du sens au pourquoi ils sont en stage, pourquoi ils sont dans la formation, et qu'ils en retirent quelque chose. C'est juste, tu te mets dans le coin, tu vas faire tes pluches, ou tu vas faire ça parce que c'est comme ça. Voilà. Oui, alors je n'ai pas été formé dans cet établissement, malheur à moi. Mais il est peut-être encore temps d'ailleurs de dire, si tu m'acceptes, je m'inscris l'année prochaine en CAP. Lorsqu'on parle de management, encore faut-il savoir de quoi on parle. Les 2 tiers des entreprises sont des petites, voire des très petites entreprises. Donc on ne peut pas, dans l'inconscient collectif, appliquer les modes managériaux tels qu'on les imagine, dans les grandes entreprises. Généralement, c'est de la relation humaine. C'est purement de la relation humaine. Moi, je vois dans l'époque que nous vivons, et notamment au post-crise sanitaire, la crise sanitaire n'est pas un élément de rupture, c'est simplement un accélérateur extrêmement puissant d'un mouvement de fond qui est latent, qu'on a tous perçu, plus ou moins, où c'est la question du rapport au monde, c'est la question du rapport au sens, la question du rapport au travail qui est tout simplement posée. Et derrière ces questions, vous voyez bien qu'il y a la question de la contrainte. Sommes-nous capables d'assumer certaines contraintes? J'ai la faiblesse de penser que de moins en moins. Or, ce qui construit un homme, c'est sa capacité à dépasser la contrainte et à faire en sorte que la contrainte soit intégrée à son mode de pensée. Vous parlez beaucoup de bienveillance. Pour moi, il n'y a pas de bienveillance s'il n'y a pas d'exigence. D'accord? Donc il y a bienveillance, mais il y a exigence. Quand on m'interroge sur le port de l'uniforme dans l'établissement, j'y suis très attaché. J'y suis très attaché pour une raison très simple, c'est l'entrée dans la profession. Ou plus exactement, c'est l'entrée dans le monde adulte. C'est une façon, évidemment, de se reconnaître, et c'est un sentiment d'appartenance très fort. J'ai là un proviseur qui était à Toulon, avec lequel on a fait le tour de Toulon, où son travail consistait à faire en sorte que les élèves portent cet uniforme. Eh bien, c'est ça, le travail. Donc, je veux dire que la profession, moi je rends hommage d'abord à la profession et à ses formations. Denis a dit quelque chose de très juste. C'est peut-être les seuls établissements en France qui ont maintenu un contrôle social à l'entrée. Les seuls. Les seuls qui, lorsqu'un jeune sort de collège, qui ne se sent pas bien dans sa peau, au bout de quelques mois, va tout de suite se sentir bien fier de porter l'uniforme de son établissement. Ce sentiment d'appartenance. Et c'est probablement ce qui fait défaut. Et donc, pour moi, la dimension managériale, relève tout simplement du sentiment d'appartenance à une entreprise. Je me sens membre à part entière de l'entreprise. Donc, ce ne sont pas des techniques. C'est juste un rapport humain. Un rapport humain qui est aujourd'hui compliqué, tout simplement, parce que, d'une part, on a d'un côté un bashing autour de la profession, que je ne supporte pas. Hein, oui, il y a des travers, oui, il y a eu des erreurs, dont acte, mais aujourd'hui, la profession tente de se relever. Donc moi, je suis derrière elle, en tout cas, pour l'aider à se relever. Et oui, je suis extrêmement fier de nos professeurs, de nos chefs d'établissement, de nos DDF, qui arrivent à faire en sorte que ce tour de force soit réalisé chaque année, où on arrive à transformer des jeunes qui
sont peu ou mal dans leur peau, mais qui vont retrouver l'estime de soi, parce que c'est ça le cœur du réacteur du management. C'est lorsqu'on est capable d'avoir l'estime de soi qui a été restaurée. Voilà, c'est pas dans les techniques, le management, c'est pas dans des grandes écoles de commerce, c'est tout simplement dans l'humanisme qu'on est capable de porter dans une relation à l'autre. Merci. D'autres interventions sur ce sujet? Monsieur Malek, oui. Je voudrais compléter le propos de l'inspecteur général de la... Plus près de là. D'accord. Donc je voulais compléter le propos de monsieur. Bon, moi, je suis, dirons-nous, pas étranger, mais je fais partie de la restauration traditionnelle. Et là, nous sommes dans la formation de l'excellence de la profession, c'est-à-dire les chefs prestigieux qui sont étoilés. Et moi, je représente la restauration traditionnelle. Donc le management des TPE, parce que nous sommes des TPE, consiste à être surtout, au jour d'aujourd'hui, un petit peu tout. À la fois chef d'entreprise, un peu assistant social, un peu paternel, un peu banquier, être un petit peu tout, pour essayer de les mettre dans des conditions pour leur faire oublier des fois ce que l'on appelle la pénibilité, ce que j'appelle aussi un peu le bashing de la profession, parce que comme l'a dit mon confrère à côté de moi, il est issu d'une ancienne génération où il a été mené à la dure, mais je crois que ça tend un peu à être un peu dans les archives nationales, ce genre de comportement du chef tout-puissant qui impose des cadences infernales à ses employés. La situation est en train de changer, c'est compliqué. On a, tout le monde le sait, des difficultés à recruter, mais c'est un bon métier et que, comme l'a dit encore une fois l'inspecteur, il faudrait arrêter le bashing, que les médias arrêtent de faire, de parler des horaires à rallonge, des conditions très pénibles du travail, car ce n'est plus exactement ça au jour d'aujourd'hui. Voilà. Merci. Donc effectivement, je pense que la rigueur militaire qu'impose parfois militaire qu'impose nos métiers, voilà, ne suit pas la bienveillance, hein, c'est ce qu'on avait dit ensemble au téléphone, et les deux ne sont pas incompatibles. Je vous propose qu'on passe au thème suivant. Moi, Madame Le Tourangeau va intervenir sur ce thème-là, mais non, ça vous voulez intervenir? Sur le thème présent? Oui. Non, malheureusement. Enfin, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce thème. L'apprentissage arrive après. Voilà. Non, attends, pour moi, c'est pas l'apprentissage, c'est œuvrer pour le développement du patrimoine territorial en incluant l'éco-responsabilité. Donc, je pense qu'il est indispensable de fédérer les acteurs territoriaux de l'hôtellerie-restauration autour de grandes valeurs communes. Et on sent aussi, ça a été dit, qu'il y a énormément de petits restaurateurs, de TPE dans ces métiers-là et qu'ils ont du mal, vous avez du mal, je vous regarde, peut-être à travailler en commun sur des projets et que je vais être un peu dans la provocation, mais il faut passer au-delà de l'intérêt personnel parfois sur ces projets-là. Et l'année dernière, on a initié dans l'établissement, enfin on a participé en tout cas à la création, à la rédaction d'un manifeste pour mettre en valeur la culture gastronomique méditerranéenne, un certain nombre de cuisiniers, de producteurs locaux, des pêcheurs, des maraîchers étaient présents et ont travaillé sur la rédaction de ce manifeste que l'on a rédigé dans le cadre du forum des deux rives avec effectivement l'Afrique et la côte méditerranéenne. Et pour lancer le débat là-dessus, je vous propose qu'on écoute la vidéo, j'espère que ça va fonctionner, et que le son sera bon également. Alexandre Mazia va nous... Est-ce que vous l'entendez bien?
C'est pas... Bon. Le son n'est pas bon, je vous propose qu'on cherche un autre moyen. Je vais vous le montrer. Non, ça c'est pas ça. Hop. Voilà. Donc je vous laisse voilà, en prendre connaissance rapidement, en tout cas ce manifeste autour de cette culture gastronomique méditerranéenne et l'idée de ce projet, c'est vraiment de fédérer un grand nombre de professionnels de la gastronomie au sens large au niveau de la Méditerranée pour pouvoir mettre en avant cette culture gastronomique méditerranéenne et que l'ensemble des acteurs puissent s'approprier ce manifeste et que dans les établissements scolaires également, cette culture gastronomique locale méditerranéenne chez nous puisse être enseignée, peut-être à travers des modules, et puis également dans les cours, dans différents cours, aussi bien au niveau du restaurant que de la cuisine, de manière transversale, qu'on puisse mettre en avant cette culture méditerranéenne, gastronomique, qu'on apprenne à nos élèves les richesses de notre région et voilà, quelqu'un qui sort du lycée hôtelier de Marseille, de Nice, hier ou d'autres sur la région, ait au minimum cette connaissance voilà, des produits locaux, de la gastronomie locale. Très longtemps Marseille était à la traîne au niveau de la restauration, où on mangeait de la bouillabaisse parfois pas très chère et qui était plutôt des attrapes touristes. On est maintenant une des villes qui est, je dirais, le plus dynamique, en tout cas en termes de nombre d'étoilés. Michelin, je pense qu'on est, il y en a de très nombreux et même pour les non étoilés, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience, et Marseille est peut-être pas la capitale de la gastronomie, mais en tout cas, il y a vraiment une vraie dynamique, et je pense qu'il faut mettre ça en avant et se fédérer, alors peut-être autour de ce manifeste en tout cas, mais en tout cas qu'on travaille ensemble pour mettre en avant cette culture gastronomique. Donc, est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce projet de manifeste? Moi, je vais déjà vous dire que, bien évidemment, notre région, c'est un petit pays, hein, c'est autant quasiment similaire à la Belgique, donc c'est normal que nous puissions avoir que nous ayons une spécificité, effectivement, une gastronomie, alors qui est peut-être pas régionale, hein, comme j'ai échangé avec mon voisin de gauche qui vient de Nice. C'est vrai qu'à Nice, il y a d'autres spécificités gastronomiques locales, mais pour autant, c'est vrai, à Marseille et dans notre région, voilà, vous qui êtes plus vers les Alpes, mais c'est vrai que nous avons la chance d'avoir de la mer, donc des poissons, beaucoup d'agriculture, beaucoup d'élevage, donc c'est vrai que nous avons de la chance d'avoir d'excellents produits aussi. Et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, justement, aide au maximum les petits producteurs ou les agriculteurs. Nous avons aussi beaucoup de chance parce qu'il y a aussi du vin. Nous sommes quand même je dirais pas ça à Bordeaux parce qu'ils sont absolument persuadés que c'est mieux chez eux, mais pour autant, c'est vrai que là aussi, hein, et puis nous avons aussi des un lycée vinicole qui forme avec excellence les jeunes à tous les métiers autour du vin. Donc bien évidemment, il est très important que l'ensemble des restaurateurs et des acteurs de la gastronomie dans toute notre région puissent être fédérés et porter ensemble les valeurs de notre région. Voilà. Merci. Moi, je voulais juste dire qu'en fait, on a une grande chance à Marseille d'avoir plusieurs restaurants maintenant, effectivement, de très haut niveau, mais le très haut niveau, ça pousse les wagons qui sont derrière, enfin ça tire les wagons qui sont derrière. Et en fait, les jeunes, maintenant, ils ont une approche un peu différente, vouloir parler de Michelin, tout ça. Il y en a certains, ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est ce qu'ils ont compris. C'est qu'ils sont dans une localité qui est Marseille ou qui est ailleurs et qu'il y a des produits, parce que la France est riche de produits. Et en fait, ils vont cuisiner le produit local. Donc, avant toute chose, évidemment, vous avez un devoir au lycée hôtelier, dans les lycées hôteliers en général et dans la formation, de faire comprendre aux jeunes que d'être dans un endroit
il faut regarder autour de soi. Le métier de cuisinier, c'est un métier de curieux, c'est un métier de goûteur, c'est quelqu'un qui va voir les produits, qui va voir les producteurs. Et ça, il faut initier dans les lycées hôteliers, à mon avis, c'est ce qu'on faisait. Nous, amis, je me souviens, on faisait aussi, d'aller rencontrer des chefs, d'avoir rencontré certains chefs. Moi, ça m'a donné des envies pas possibles. Voilà, il faut continuer là-dedans. Je pense que c'est très important. On parle beaucoup de Nice, on parle de Marseille. Non, j'ai parlé Nice, moi. Alors, justement, sur ce sujet, ça tombe à pic parce que dans le cadre du campus, nous venons de déposer et de présenter un dossier qui s'appelle Alimed, Alimentation durable en Méditerranée. Et un des objectifs de ce projet est de rapprocher, parce qu'on le fait en collaboration avec les campus des lycées agricoles vers Azur, de toute la région sud, et c'est le producteur, le consommateur et le transformateur, et de créer des modules justement sur toute la richesse gastronomique du territoire, parce que cette région est la région qui présente le plus de labels en France. Voyez-vous, il y a un peu plus de 37 labels reconnus dans les AOP, les IGP, etc. Donc c'est une vraie richesse, mais elle n'est pas suffisamment effectivement valorisée et on manque de ressources. Et donc nous allons produire, si le projet est retenu, des modules à destination de tous les établissements de formation dans lesquels ils pourront exploiter, réinvestir ces ressources auprès des cuisiniers, auprès des serveurs, des sommeliers, en lien surtout avec les lycées professionnels agricoles. C'est vraiment de les reconnecter à leur territoire parce que c'est incontournable aujourd'hui. Merci. Monsieur l'inspecteur général, je sais que vous avez envoyé une circulaire pour les enseignants au début de l'année, enfin une information pour les inciter à justement parler du développement durable, des produits, et ça c'est quelque chose qui est important dans les établissements, donc vous voulez nous en parler? Oui, en fait, quand on parle de locavore, lorsqu'on parle de valorisation des territoires, ça rencontre tout simplement des attentes très fortes chez les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. C'est-à-dire la question du sens. Je consomme, mais qu'est-ce que je consomme et pour quelle raison je le fais? Il est quand même assez paradoxal que le premier plat consommé par les Français soit la pizza, et qu'en même temps on développe cette question de la valorisation du terroir. Mais en fait, derrière ça, il y a une dualité de comportement. Il y a le comportement qu'on a chez soi et le comportement qu'on a au restaurant. Quand on sort au restaurant, on a un comportement effectivement d'une autre nature. Et effectivement, je rejoins ce qui a été dit par les professionnels, c'est-à-dire que la connaissance du territoire, c'est en fait replacer la gastronomie sur le plan culturel. Et on sait que sur le plan culturel, ça a formé l'homme. On vient... Le premier élément qui nous nourrit en tant qu'homme, c'est l'alimentation. Et donc cette culture de l'alimentation est très forte. Et les besoins qu'expriment les nouvelles générations autour d'enjeux sociétaux, développement durable, gaspillage, circuit court, circuit court, là encore, il faut se mettre d'accord. Si c'est pour aller faire à l'autre bout, on peut avoir un circuit court, effectivement, il n'y a pas d'intermédiaire, mais si c'est pour aller faire à 10 000 km, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très court comme circuit. Mais on a derrière ces dimensions des attentes extrêmement fortes. Et vous avez évoqué tout à l'heure, monsieur, la restauration traditionnelle. Il se trouve que, comme je réforme la totalité des certifications du secteur, la plupart des diplômes dans ce secteur ont été construits autour de la restauration traditionnelle, voire gastronomique. C'est une forme de restauration. Cette restauration ne représente plus que ça dans la restauration globale. Donc la question qui est posée à l'appareil de formation, c'est tout simplement conforme. Est-ce conforme à d'autres modes de restauration? Si oui, lesquels? Vous voyez bien que le comportement alimentaire du client a fondamentalement évolué, que les pratiques, les techniques que vous utilisez évoluent, mais il y a des constantes, il y a quand même des fondamentaux. C'est-à-dire qu'on doit, et c'est toute la difficulté pour nous, c'est de maintenir les deux bouts de la corde, c'est la tradition qui a fait ce que la France est aujourd'hui dans le monde. Hein, oui, la France est le pays de la gastronomie dans le monde, voilà. Hein, et en même temps, c'est un formidable ascenseur social, c'est des métiers qui offrent une palette, une diversité d'activités fantastiques, et qu'on aurait tort de réduire à quelques techniques.
C'est la raison pour laquelle, effectivement, j'intègre des dimensions. Aujourd'hui, c'est la cuisine végétale que j'intègre dans tous les diplômes. Il n'y a pas de raison qu'on n'intègre pas cette cuisine, puisqu'elle fait partie de ce que vous vivez au quotidien. Oui, nous sommes en mouvement. Malheureusement, et on va y venir probablement lorsqu'on va parler d'apprentissage et de formation, on a toujours l'impression que le ministère de l'Éducation nationale n'avance pas. Si, il avance. Il avance, sauf qu'un tanker, il n'avance pas de la même façon que dire. On ne va pas au même pas. Néanmoins, on avance sérieusement et ces dimensions sociétales, RSE pour les entreprises, on les a intégrées, on ne peut plus faire sans. Donc oui, les diplômes vont fondamentalement évoluer. Mais encore une fois, j'aimerais vous interroger parce que vous aurez des questions, un monde, une dimension économiquement mondiale et en fait culturellement tribale. C'est bien les deux bouts de la chaîne qu'il faut qu'on tienne. Et vos entreprises sont clairement positionnées là-dessus. Peut-être donner un exemple que me semble Biensolo, que je sais qu'il travaille comme ça sur la carte de son restaurant, où en fait souvent il n'y a pas de carte et c'est les produits de la pêche du jour qui sont mis en avant. Et il y a de plus en plus de restaurants maintenant sur Marseille où il n'y a pas de carte et on voit ces restaurateurs qui travaillent justement des produits locaux en fonction de ce qu'ils ont trouvé sur le marché, de ce qu'ils ont trouvé le pêcheur qui a amené, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler de la démarche? Et moi, ça fait longtemps que je l'ai, cette démarche. J'ai été un petit peu couillon de ne pas le dire au début, mais ça fait bien des années que je fais ça. En fait, je suis au bord de l'eau. Moi, les oursins, ils arrivent en bateau et on me les livre en bateau. Donc, pour moi, c'était une évidence. On parlait de circuit court. Le circuit court, c'est d'aller chercher des produits de saison. Alors, la première chose, c'est la saison. Qu'est-ce que la mer va me donner aujourd'hui? C'est la saison des oursins. Nous, on cuisine des oursins, effectivement. Donc, on a plusieurs menus dans lesquels on peut les changer en permanence, en fait. Et l'entrée du midi ne sera pas forcément la même que l'entrée du soir parce que j'aurais eu 3 kilos de rouget et le soir j'ai eu autre chose qui m'a permis d'évoluer. Et ça a une double utilité aussi, c'est qu'on ne s'endort pas trop sur notre cuisine en fait. C'est-à-dire qu'on est en permanence en train de chercher des nouvelles recettes. Et moi les gars avec qui je bosse, je les responsabilise beaucoup en leur disant attention, tiens demain on va voir ci, on va voir ça, réfléchissez. Et le plat arrive comme ça. Non pas qu'on les teste en direct aux clients, on les fait bien évidemment avant, mais on est très efficace parce que justement on a ces poissons sur le moment. Et il faut savoir aussi que moi, je côtoie quand même pas mal de pêcheurs maintenant qui me disent que la mer n'est pas éternelle, quoi. Les poissons ne sont pas si nombreux que ça en Méditerranée. Alors on a arrêté de pêcher le thon, donc du coup on en a eu beaucoup maintenant. Mais eux aussi, ils ont un devoir aussi de nous dire, bah tiens, aujourd'hui j'ai pêché tel ou tel poisson, est-ce que tu les veux à une carte gastronomique? Et moi ça me choque pas d'avoir, je sais qu'Alex Mazia fait ça aussi, mais des morceaux de luge ou choses comme ça qui sont pêchés du jour et cuisinés. Alors bien évidemment, nous, on va les sublimer avec d'autres produits, avec la sensibilité de l'un ou de l'autre, mais ça va permettre aux gens de découvrir certains produits. Et moi, en fait, ce que j'aimerais faire passer comme message quand je vais finir ma carrière, c'est de dire, tout au long de ma carrière, j'ai cuisiné vraiment le produit du moment. Ça a senti vraiment ce que l'on voit au moment où on est dans le restaurant. Voilà, c'est un petit peu ma déontologie. Ça m'a fait plaisir parce que moi, je suis de notre génération, mais déjà, je travaillais avec du bio il y a 30 ans, 40 ans en arrière. J'allais chercher les producteurs autour. Donc après, il y a, si vous voulez, maintenant on en parle plus que par rapport à avant. Un exemple, l'anti-gaspi. Tout le monde en parle en ce moment. Mais il ne faut pas oublier, nos grands-parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne jetaient pas la daube, ils faisaient un parmentier, ils faisaient des raviolis. Donc l'anti-gaspi, comme si qu'on a découvert quelque chose. Je m'excuse, mais c'était déjà à ce moment-là. Et moi, je vois ce qu'il dit aussi, il est en avance. Moi, j'ai toujours été à la rencontre des vignerons, à la rencontre des producteurs, même dans ma petite maison. J'avais pas la mer à côté, mais on utilisait souvent des produits de la mer, mais des poissons sauvages, pas d'élevage. Après, tout évolue en fin de compte. Après, il faut voir un poulet dans le temps, peut-être qu'il était sauvage, mais maintenant il est élevé. Mais si c'est un bon poulet qui est fait dans les bonnes règles, c'est des bons poulets. Je pense que le poisson, ça va être pareil. Il y aura du mauvais poisson qui vient de certains pays, je dirais pas, et puis il y a des très bons poissons d'élevage. Merci. Effectivement, nous, dans les établissements,
difficile de travailler avec la pêche du matin, parce qu'on a des progressions pédagogiques, des commandes à faire, qui sont les contraintes des appels d'offres. Donc, mais en tout cas, justement, c'est dans les entreprises dans lesquelles vous accueillez nos élèves en stage, chez les apprentis, c'est eux qui vont être porteurs de cette dynamique-là. Effectivement, on a redécouvert l'anti-gaspi, mais voilà. Écoutez, je vous propose qu'on passe au thème suivant. Donc comprendre la complémentarité entre les parcours de formation sous statut scolaire et apprentissage. Je vais caricaturer un petit peu. Les professionnels recherchent beaucoup d'apprentis et parfois délaissent en tout cas, on a des remarques parfois de professionnels qui disent préférer des apprentis à des élèves qui ont été formés sous statut scolaire et qui dénigrent le statut scolaire en disant que les apprentis sont mieux formés parce qu'ils sont dans les entreprises. On l'entend encore malheureusement et j'ai tendance à penser que c'est une vision à court terme parce que ces jeunes qui sont formés sous statut scolaire, ils vont pouvoir s'adapter, ils vont pouvoir évoluer. Et que les deux types de formation sont complémentaires. On a des jeunes qui ne sont pas assez matures pour aller en apprentissage et d'autres au contraire qui ont envie d'aller peut-être plus vers la profession. Donc je pense qu'il faut qu'on garde cette complémentarité dans nos établissements. C'est vraiment important. Il n'y a pas lieu de faire la concurrence de l'un à l'autre. Et ici on est bien placé à Marseille puisque ça fait 40 ans qu'on fait de l'apprentissage et du statut scolaire, qu'il y a des passerelles qui se font de l'un vers l'autre. Je pense que c'est pas nouveau, les proviseurs précédents peuvent en témoigner, ils sont ici présents, on le fait très régulièrement et il n'y a pas du tout cette notion de concurrence entre les deux statuts de formation. Alors certes, il y a des incitations fortes de l'État pour effectivement que les employeurs puissent recruter des apprentis. On a doublé nos effectifs en BTS, nous ici dans l'établissement. Donc les enjeux ont changé, la région, Mme de Torambeau a perdu la maîtrise donc, de l'apprentissage et le financement de l'apprentissage. Peut-être que vous pouvez nous en dire un petit mot pour débuter les échanges. Oui, bon, comme vous le savez tous maintenant, effectivement, les régions ont perdu. Non plus la compétence de l'apprentissage, et dans compétence de l'apprentissage, ça comprenait à la fois les financements, mais également, on va dire, la décision concernant la carte des formations et l'ouverture des formations d'apprentissage. Maintenant, ce n'est plus le cas. Pour autant, nous n'avons pas totalement perdu la maîtrise de l'apprentissage parce qu'il nous reste quand même quelques subsides par le biais de 2 enveloppes, donc investissement et fonctionnement, qui nous permettent d'aider un certain nombre de centres de formation d'apprentis. Alors bien évidemment pas autant qu'on le souhaiterait, mais pour autant ça nous permet quand même d'en aider un certain nombre, notamment les CFA qui, pour certains, ne rentrent dans aucune case, et quand je dis aucune case, il y en a qui ne sont pas des CFA de branche, il y en a qui ne sont pas des CFA consulaires. Voilà, il y a déjà les CFA académiques, il y a également aussi, nous dans notre département, nous avons un CFA métropolitain à Aix, nous avons un CFA municipal à Salon-de-Provence, voilà, donc ce sont des CFA multibranches qui peut-être aussi ont besoin d'être aidés puisqu'ils ne dépendent pas directement on va dire d'un organisme qui peut les aider. Voilà, le grand regret des régions, c'est effectivement de ne plus pouvoir avoir notre mot à dire en ce qui concerne l'ouverture des formations. À la perte en 2018, à la perte de la compétence, on avait dans notre région, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 61 CFA. Aujourd'hui, avec la libéralisation, nous en avons, je crois, 352. Donc vous voyez que ça fait quand même. Alors après, il y a de vrais CFA, il y en a qui, on va dire, sont un peu moins importants que d'autres, mais pour autant, dans tous les cas, il est important que les différentes, comme vous l'avez dit, formations et les différents modes de formation ne se fassent pas concurrence. Ce qui paraît le plus pertinent, c'est que justement l'ensemble de notre territoire soit maillé de formations dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, qui sont, comme vous le savez, pour la plupart d'entre eux en tension.
On n'est pas là pour parler de la présente réforme en cours de la formation professionnelle, mais pour autant c'est un peu tout l'enjeu de cette formation. Pour l'instant on n'en connaît que grossièrement les contours, mais pour autant effectivement, pour pas qu'il y ait de concurrence entre ces filières, effectivement l'intérêt aussi et l'enjeu c'est que l'ensemble des jeunes et ceux qui ne sont pas en apprentissage surtout puissent aller dans le monde professionnel de manière à voir comment ça se passe, et dans vos métiers qui, comme vous le disiez tout à l'heure, sont excessivement exigeants, tant par la rigueur que aussi, on n'en a pas trop parlé, mais par les horaires. Voilà, enfin, on travaille Noël, on travaille le jour du réveillon, voilà, donc on a une vie particulière, c'est très exigeant. Donc c'est vrai que pour certains jeunes, ça vaut peut-être le coup qu'ils aillent voir concrètement comment ça se passe avant d'opter pour ces métiers-là. Mais pour autant, c'est vrai que les lycéens professionnels, peut-être, ont davantage besoin d'aller en stage. Voilà. Pour autant, ils ont quand même besoin aussi, et c'est peut-être ce qui manque un peu, dans certains cas, aux apprentis, d'être formés dans les matières, on va dire, générales, en matière de base, et notamment dans les langues, parce que parler aussi les langues, ça leur permet de pouvoir aller... alors, soit apprendre autre chose à l'étranger, soit peut-être délivrer le savoir et l'excellence française ailleurs. Et tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'il ne savait pas ce que c'était les WorldSkills, alors je vais donner l'autre nom. Ce sont les Olympiades des métiers. Voilà, j'étais hier à Salzbourg où il y avait la finale mondiale des Olympiades des métiers. La France, dans vos métiers, reste excellente. Le savoir-faire français est remarquable, puisque nous avons eu des médailles d'or mondiales en cuisine, en boulangerie, en service en salle, entre autres. Voilà. Mais pour autant, ces jeunes, quand ils vont à l'international, il faut aussi qu'ils puissent comprendre les directives des juges, des experts en anglais, qu'ils puissent s'exprimer. Donc il est aussi très important qu'ils puissent acquérir les langues, parce que ça, dans le monde où on vit aujourd'hui, on le sait, c'est difficile de faire sans. Voilà. Mais dans tous les cas, la région, que ce soit avec l'enseignement professionnel, puisque ça reste, les lycéens professionnels restent dans le giron des régions, que ce soit dans l'apprentissage, nous, de toute manière, les jeunes, on les accompagne, et de toute manière, on fera au mieux pour pouvoir les aider à faire ces métiers et à aider les professionnels à trouver des jeunes pour travailler avec eux. Chélan, vous voulez revenir sur peut-être les aires d'apprentissage, l'accueil des apprentis et des stagiaires dans votre entreprise? Alors moi, malheureusement, depuis quelques années, la Bastide est devenue saisonnière, donc je n'ai plus que droit à des stagiaires, mais c'est déjà beaucoup. Je mets un point d'honneur à les accueillir et à leur transmettre. C'est un métier de transmission. Et pour revenir sur comprendre la complémentarité, c'est un vrai enjeu, c'est un métier où on n'a jamais fini d'apprendre en fait. L'apprentissage continue tout au long de sa vie dans ce beau métier. Moi je continue d'apprendre, on continue tous d'apprendre. Donc il ne faut pas que tous ces jeunes sortent trop rapidement, c'est important. Après, choisissez un cursus scolaire ou en apprentissage, choisissez-le bien. L'un et voilà, ça dépend de votre parcours, etc. Mais c'est excessivement important parce que on ne peut pas sortir au bout d'un an, se dire ah, tiens c'est bon, on me propose une place. Non, restez tant que vous pouvez à l'école. C'est un support qui est très très important et vous faites, vous participez à produire de très bons professionnels. Donc il ne faut pas partir trop vite. Il faut écouter et l'école et nous, en tant que professionnels, on a un rôle majeur à les accompagner, à les former et à transmettre. C'est un métier de transmission, on ne le dira jamais assez. Et en ça, il faut être très précautionneux au jour d'aujourd'hui de tout ça, je trouve. Voilà. Je me permets d'ajouter. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est dans le cadre de la formation et l'évolution des formations dont parlait l'inspecteur général,
il y a deux métiers dans notre métier. Il y a la haute couture que représente Guillaume Sorurieux et la restauration traditionnelle. Et nous avons souvent affaire à des jeunes qui ont été formés dans vos écoles, dans cette école ou dans d'autres, et qui ne sont pas en phase avec nos métiers, et qui sont vraiment surpris des fois de la cadence du service, et qui ont des réflexes, entre guillemets, que l'on trouve dans les gastros. Je pense que là, il faudrait peut-être une formation au service brasserie ou restauration un peu plus traditionnelle, car souvent, je le répète, des jeunes arrivent et quand ils voient ce qu'on appelle un coup de feu, c'est-à-dire un rush en plein service, des fois on les sent un peu déstabilisés, car ils sont formés pour une certaine hiérarchie et des fois ça coince un peu pour des restaurants traditionnels comme les nôtres. Donc je rejoins un peu monsieur dans l'évolution un petit peu des cursus qui peuvent être adaptés dans le futur. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit un problème de formation, mais peut-être d'adaptation des jeunes, parce que la formation n'est pas que sur la haute gastronomie, où elle est vraiment polyvalente sur tous les types de restauration maintenant. Et effectivement, on peut comprendre qu'un jeune qui est au lycée hôtelier, il en connaît des coups de feu ici. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui peuvent en témoigner. Maintenant, s'intégrer dans une entreprise, ça prend du temps. Alors, parfois, les stages sont courts et c'est difficile pour eux de s'adapter. Et justement, peut-être que ce que je disais tout à l'heure, les restaurateurs les comparent avec des apprentis qu'ils ont depuis un an dans l'entreprise à un stagiaire qui arrive et qui découvre l'entreprise. Donc, et ce jeune aura besoin de temps. On a des BTS qui ont des stages de 4 mois. Et là, les retours qu'on a sont vraiment différents pour ces stagiaires. En tout cas, majoritairement, les entreprises en sont très satisfaits. C'était pas mon propos. Moi, je suis un autodidacte de la restauration. C'est un vécu. C'est le terrain de tous les jours d'un restaurant qui a la chance d'avoir un trafic assez important. Et je vous parle de mon vécu d'élèves qui sortent des écoles hôtelières, qui conviennent très bien à mon voisin de ce jour, mais qui, des fois, ne sont pas préparés à nos métiers. Voilà, c'était tout simplement ce que je voulais dire. Bien sûr, après, l'adaptation est fondamentale aussi. Monsieur le ministre, peut-être parler sur cette thématique et de la réforme, peut-être, qui est en cours. Bon, je vais évacuer la deuxième question. La réforme, je ne vous en parlerai pas. Comme ça, c'est réglé. Non, je vais vous parler vous avez évoqué la question de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel. Je voudrais revenir juste un tout petit moment d'histoire. Pourquoi nous avons ce décalage? Pourquoi nous avons cette dualité plutôt que cette complémentarité? Lorsqu'en France, le débat s'est installé pour savoir comment on allait constituer une école, l'enseignement technique, comment on allait construire, sur quel ordre d'enseignement on allait le fonder, quels seraient ses contenus, pour quelle finalité, qui en contrôlerait évidemment l'essence, c'est à la fin du 19e siècle. Et à la fin du 19e siècle, deux ministères se sont opposés. Alors je vous demanderai de faire le transfert aujourd'hui. Le ministère de l'Instruction publique et le ministère du Commerce. Vous avez le ministère de l'Éducation nationale et le ministère du Travail. Pourquoi? Parce que pour l'instruction publique, il s'agit d'école. Puisqu'il s'agit d'école, la finalité même d'une école, c'est la constitution d'un être humain, d'un citoyen, d'une citoyenne, d'un homme, d'une femme, d'un travailleur, d'une travailleuse. Et le travailleur, la travailleuse arrive en fin de parcours. Et donc, pour pouvoir construire cet homme, ce citoyen, cette citoyenne, il est nécessaire de mettre un certain nombre d'ingrédients de culture générale, d'humanité, dans la formation qu'il va recevoir. Donc encapsulé dans le programme qui était prévu par les Républicains à l'époque, et les voies Ferry. Donc voilà le message que portait le ministère de l'Instruction publique. Pour le ministère, et donc le contrôle de ces écoles devait revenir au ministère de l'Instruction publique. Et le ministère du Commerce, lui, était d'accord avec une certaine forme de scolarisation des apprentissages dans les écoles, mais pas du tout pour la même finalité. Pour une finalité explicite de préparation au métier. Donc les contenus étaient centrés sur le métier et rien d'autre. Et il percevait évidemment dans la question
de cette culture humaniste, cette culture générale, eh bien, soit un dévoiement de la finalité elle-même de la formation, soit un risque pour tout simplement l'organisation de l'entreprise. Donc les deux ministères se sont affrontés sur des conceptions radicalement différentes et ont revendiqué le contrôle de ce type d'école. Je passe rapidement sur le fait que dans un premier temps, on les confie aux deux ministères. Oh mince, comme par hasard, aujourd'hui notre ministre, elle a une double tutelle, ministère du Travail, ministère de l'Éducation nationale. Tiens, ça nous renvoie à 120 ans en arrière. Et historiquement, c'est pas mal à analyser. Mais le choix qu'a fait la France, c'est de transférer au lendemain du premier conflit mondial ce contrôle à l'instruction publique, au ministère de l'Éducation nationale. Et dès lors, s'est développé ce qui est la caractéristique française par rapport aux autres pays de l'Union européenne, c'est un apprentissage méthodique et complet. On dit qu'il est méthodique parce qu'il suit un séquençage progressif d'opérations, on va parler de didactique pour les puristes, et il est complet parce qu'il embrasse à la fois la formation intellectuelle, la formation générale, la formation de l'homme, de la femme, du citoyen et du travailleur. Et c'est par le travail et à travers le travail qu'on forme l'individu. La France a fait donc le choix d'un enseignement. Voilà. Voilà pourquoi, lorsqu'on a développé à partir des années 80 l'apprentissage, qui monte en puissance, qui repose sur une autre conception de la formation, puisque l'alternance, au passage, la définition de l'alternance, c'est la reconnaissance de l'entreprise comme lieu de formation. C'est ça l'alternance. On reconnaît à l'entreprise que c'est un lieu de formation d'égale dignité que l'école. C'est ça l'alternance, c'est pas autre chose. Sauf que lorsque vous parlez d'alternance, en général, dans le monde professionnel, vous n'avez qu'une forme d'alternance. C'est celle qui est, en fait, fondée sur le contrat de travail spécial, qui est l'apprentissage. Toutes nos formations professionnelles, je dis bien toutes sans exception, sont alternées. Se pose la question de la durée de l'alternance. Mais je ne pose pas la question de la durée de l'alternance, je pose la question qu'est-ce qu'on y fait dans cette alternance. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité que j'interroge. Donc moi je milite pour une complémentarité des deux voies de formation. C'est le sens de mon propos. J'ai toujours milité pour la complémentarité entre l'apprentissage et la voie scolaire. Le problème, c'est que dans le débat public, généralement, on affronte en disant l'apprentissage, ça sert mieux. Sous-entendu, on s'en sert moins bien de l'autre côté. De l'autre côté, on a matiné un petit peu, oui, mais il y a plus de culture générale, donc la poursuite d'études est meilleure. Non, je veux dire, il y a des parcours. De plus en plus, les jeunes vont passer par la forme scolaire, publique, privée sous contrat, vont ensuite aller en apprentissage, revenir en formation continue, ainsi de suite. Et je vais vous donner, puisque vous me l'avez demandé, ou plus exactement, tu ne me l'as pas demandé, mais je vais te donner quand même la définition. Tu m'as demandé ce qu'était un parcours. Il me l'a demandé, non? Ah ben, j'ai bien entendu. Un parcours, c'est un itinéraire organisé, sous-entendu identifié, identifiable, sécurisé, ça veut dire réversible, d'acquisition de connaissances et de compétences. Une fois qu'on a dit ça, eh bien on reconnaît que ces compétences, non seulement elles s'expriment dans l'appareil de formation, mais également dans l'entreprise, dans le monde associatif. Il y a un début quand on est, il y a une fin quand on meurt, sauf à considérer que les compétences, dès l'âge de 60 ans, on n'en développe plus. Et comme j'ai dépassé les 60 ans, j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation. En fait, il n'y a pas qu'en France qu'il y a cette dualité. Hein. En Autriche, par exemple, au Portugal, il y a exactement de l'enseignement professionnel et une voie sous statut de salarié, donc de l'apprentissage. Après, effectivement, l'enjeu, c'est la porosité entre ces deux voies de formation. Voilà, parce que malheureusement, l'apprentissage, c'est aussi souvent, on pense que l'apprentissage, c'est pour des jeunes qui ont un faible niveau d'études. Hein. L'apprentissage, c'est bac -5 à bac +5, bac -3 à bac +5, pardon. Donc il y a des ingénieurs qui sont ingénieurs en apprentissage. Hein, voilà. Donc il faut arrêter de penser que les apprentis, ce sont des gens qui ont un faible niveau d'études. C'est tout sauf ça. Voilà. Il y en a beaucoup qui pensent ça, malheureusement. Ouais. Même nous, on a un apprentissage toute la vie. Moi, en tant que professionnel, je vous dis, je pense pas du tout. Ce que vous dites, je pense pas. Ah mais je parle pas. Je dénigre le métier de l'apprentissage, pas du tout. Je pense pas à la professionnelle quand je dis ça. Voilà. Nous, on a perdu la compétence de l'apprentissage dans les régions, mais pour autant, on a récupéré et elle est extrêmement importante, celle de l'information sur les métiers. Et quand on parle aux gens, quand on parle aux parents, parce que bien souvent, ça passe par les parents.
pour eux, l'apprentissage, souvent, un apprenti, c'est quelqu'un qui est insuffisamment qualifié ou insuffisamment diplômé, et pour autant, pour un parent, souvent, ils ne veulent pas ça pour leurs enfants, et c'est tout le contraire, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc je pense qu'aussi il y a une question de l'apprentissage, parce que c'est vrai que dans tout ce qui touche à vos métiers, on sait qu'il y a de l'apprentissage, mais il y a plein d'autres formations pour lesquelles on ignore qu'il y a des voies de formation par apprentissage, et je pense que c'est un défaut probablement de communication, quand je dis communication, et d'information surtout, et je pense que c'est un véritable enjeu pour les régions justement de pouvoir informer et de pouvoir proposer et expliquer, on en parlait tout à l'heure, je pense que insuffisamment on explique et on présente les voies de formation et les différentes formations, mais l'enjeu c'est qu'il y ait une porosité et qu'on puisse passer d'une voie de formation à l'autre facilement, parce qu'à un moment de la vie, effectivement, un jeune, il va préférer ou il va être préférable pour lui qu'il soit formé par l'apprentissage, et à d'autres moments, il va préférer ou il va être préférable qu'il passe par la voie professionnelle. Effectivement, le problème de la communication est un enjeu majeur. Excellente transition pour le thème suivant, mais on va laisser Guillaume. Non, moi, je voulais juste rebondir, il n'y avait pas du tout de contre-visage de tout, madame, mais en fait, c'était déjà vrai à l'époque. Quand on remet dans le contexte, il y a 40 ans, un minot qui était chez ses parents, moi j'ai vécu dans un milieu bourgeois, quand j'ai dit à mes parents, je vais faire lycée hôtelier, en troisième, ma soeur est médecin, les autres sont ingénieurs, on m'a dit mais le dernier, c'est hors de question qu'il fasse ça. Et alors, je suis tombé sur mes parents qui ont eu l'intelligence de me dire oui bon, c'est comme ça que j'ai pu rentrer au lycée Paul Augier, un peu difficilement, mais j'y suis arrivé. Et en fait j'ai commencé, ma sorte d'apprentissage aussi, c'était pas un apprentissage, mais j'ai fait 2 ans avec un BEP, et suite à ça mon père m'a dit maintenant tu vas commencer à bosser. Bon, j'ai pu acquérir beaucoup de connaissances, parce qu'on avait même de la dactylographie à l'époque, etc. Et il m'a dit, maintenant, tu vas commencer ton métier, voilà. Mais j'avais les bonnes bases, j'avais un Gilles Biancheri qui m'avait formé et qui m'avait montré ce que le métier pouvait m'amener, voilà. Et c'était un peu vrai sans faire l'apprentissage à l'époque. Donc là, excellente transition, comme je disais, sur la thématique suivante, communiquer pour la promotion de nos spécialités, comment il y a une crise des vocations, vous le connaissez dans vos établissements. On commence à la voir aussi dans les établissements scolaires chez nous aussi. On a eu quelques baisses d'effectifs, notamment sur le bac techno, mais alors il y a eu le Covid, on a eu des promotions un peu plus faibles qui a expliqué certaines baisses, mais voilà, il va falloir effectivement communiquer auprès des parents pour leur expliquer qu'effectivement nos métiers, ce sont des métiers où on peut évoluer rapidement. Il y a des carrières qui peuvent être très rapide pour des jeunes qui ont des compétences techniques, mais qui ont surtout des savoir-être, des attitudes, une motivation et qui ont des compétences techniques. Ce qu'on enseigne dans nos établissements, nos élèves ont des compétences techniques indéniables, qui vont continuer à acquérir tout au long de leur carrière, c'est évident, mais il faut vraiment qu'on arrive à les attirer dans nos métiers, sur le domaine de la cuisine, mais plus encore sur le domaine du service, où on a vraiment une crise de vocation qui est encore plus forte, et là il faut qu'on arrive vraiment à changer peut-être cette communication. Je sais qu'il y a des choses qui sont faites par certaines associations, Denis Courtiade avec son association au service, je crois, qui fait pas mal de choses, qui est directeur de restaurant chez M. Lucas à Paris, j'ai oublié le nom. C'était avant Lucas, d'accord. D'accord. Mais du coup, je vais te laisser la parole pour pouvoir évoquer le sujet, cette mise en avant des métiers, peut-être du service en particulier. Alors, effectivement, il faut redonner de l'attractivité. Il y a quelque chose qu'on dit, nous, quand on accueille ou quand on va présenter nos formations au sein des collèges, auprès des parents, auprès des professeurs. C'est déjà, lorsqu'on rentre chez nous, on est sûr d'avoir, avant je disais 2 offres d'emploi, maintenant c'est peut-être 4 minimum, et puis surtout un parcours, parce que ça c'est quelque chose qu'on ne met pas suffisamment en avant. Je connais personne qui démarre dans ce métier et qui quelques années après n'est pas évolué
et ne va pas finir, s'il reste dans cette carrière, à des postes, que ce soit son propre patron, qu'il ait son restaurant avec, sans étoiles, mais enfin il va s'épanouir, à la tête de grands groupes hôteliers, à la tête de belles maisons, et ils vont tous évoluer. Il n'y a personne qui reste ouvrier, il n'y a personne qui reste cuisinier de base, commis de base, ça n'existe pas. Donc ça, c'est une véritable évolution, et ça, quelque chose qu'on ne vend pas suffisamment. Pour faire, effectivement, donner une autre image des métiers du service, ça c'est plus compliqué. Il faut y travailler beaucoup avec les chefs, parce que c'est pas de leur faute, hein, c'est historique. Un jour, un chef est sorti derrière le pass, il est allé en cuisine, et puis de plus en plus, il a pris la place du maître d'hôtel, de manière à le mettre carrément dans l'ombre. C'est devenu l'homme de l'ombre, alors qu'avant c'était les cuisiniers qui étaient dans l'ombre de leur cuisine. Et puis il faut leur redonner toute leur place, en leur faisant confiance, en ayant des échanges, en voyant ce qu'ils peuvent apporter en complémentarité de la cuisine et de l'esprit maison du cuisinier, ou de ce qu'on veut transmettre aussi. Alors oui, il y a Denis Courtiade avec son association Au Service, qui a ses ambassadeurs et qui va prêcher la bonne parole dans beaucoup d'établissements, et merci à eux. De mon côté, je n'aime pas parler de moi, mais bon, on a créé un concours qui s'appelle le Trophée du maître d'hôtel, pour revaloriser aussi ce métier qui se déroule aussi rare en public, parce qu'il faut le montrer au public, ce métier. Et il y a trop peu de concours qui sont publics, où on montre justement qu'est-ce que c'est que les savoir-faire, les savoir-être, et quelle est la valeur ajoutée d'un service, sans forcément aussi s'arrêter uniquement sur la cuisine gastronomique. Parce que dans tous les restaurants, même les petits restaurants traditionnels, il ne faut pas vous sous-estimer, loin de là, vous avez quelque chose à apporter. Les serveurs ont quelque chose à apporter à l'ambiance de votre restaurant. C'est ce qui fait que les clients reviendront très certainement. Madame Chélan. Justement, pour moi, une chose que je veux introduire, je pense que c'est les cuisiniers qui ont tué le service, en dressant tout sur assiette. Moi, je me rappelle des découpages en salle. Moi, au départ, quand j'ai commencé dans ma propre entreprise, on défaisait les canards de chaland en salle, les rognons en salle, les crêpes flambées, etc. J'avais pas d'étoile à ce moment-là. Donc, on faisait ce travail. Mais après, il faut bien comprendre aussi. C'est dans un contexte économique, parce que quand vous faites du découpage, la personne qui est sur le découpage, elle fait pas autre chose. Donc, il faut un peu plus de personnel. Et ça, je pense aussi, on a tué un petit peu de cette spécialité. Parce que le découpage, c'est un petit peu, pour moi, un petit peu le cinéma en salle. Ça mène de la gaieté, des mouvements. Et c'est dommage qu'on a tué un petit peu ce service en salle. Et sincèrement, je le regrette. Moi, je trouve très important de plus parler de service, mais d'hospitalité. Service, c'est encore une servitude, etc. Et ça a beaucoup évolué. Monsieur Lucas essaye aussi de faire rayonner ce métier dans ce sens-là. On parle d'hospitalité, métier de service, c'est désuet, quoi. Qu'est-ce que c'est le métier d'hospitalité? Je pense que c'est aussi le rôle aussi de l'école. Et ça, on en a parlé, d'approcher ce beau métier qui est le service à l'autre, qui est l'hospitalité. C'est un métier d'écoute, c'est un métier qui est passionnant, c'est un don de soi. Il faut le faire rayonner, il faut en parler. Pourquoi fait-on ce métier? Pourquoi on fait des heures? Pourquoi on se met à l'écart? Pourquoi on fait... c'est un don de soi, c'est un véritable... c'est passionnant comme métier. Et ça, je trouve que c'est pas assez approché en termes de sociologie, en termes de pourquoi on fait ce métier dans les écoles. Et ça, j'aimerais que ça soit un peu plus approfondi pour donner envie, ce je ne sais quoi qui nous pousse à faire ce métier, que ça soit en cuisine, que ça soit en salle. On fait le même métier. Et on n'en parle pas assez bien, on le voit que par le petit bout de la lorgnette. Et il y a une ampleur qui est tout autre. Voilà. Alors, effectivement, cette notion d'hospitalité, c'est quelque chose d'intéressant et du coup, ça me fait repenser à ce qu'on a évoqué hier soir, Monsieur Lunier, on en a parlé. C'est est-ce qu'on doit encore enseigner tout
les découpages, les flambages dans les établissements scolaires, quelle marge de manœuvre on a dans les référentiels. Et je connais un peu votre réponse, mais est-ce que vous voulez nous en parler? La marge de manœuvre, elle est somme toute étroite. Parce que lorsque je suis confronté aux MOF, ils me disent qu'effectivement j'ai une forme de restauration. J'ai le flambage, le découpage. Je vais chez la serre, j'ai le double découpage. Moi, que j'observe les jeunes qui sortent du collège, à part flamber leur carte bleue, ils flambent rien d'autre. Ouais, j'ai du mal quand même à centrer une formation sur le flambage et le découpage, alors même qu'ils ne vont pas recourir à ces techniques-là. En revanche, j'y suis favorable. J'y suis favorable parce qu'en fait, il faut rescénariser l'espace de la salle. À travers un continuum qui va du producteur jusqu'au service. C'est-à-dire que le personnel de salle doit être en mesure de raconter une histoire. Sauf que l'expérience client que je fais, moi, généralement, c'est qu'à part me raconter le titre qu'il y a sur la bouteille que je suis capable de lire, je ne fais pas beaucoup d'expérience de ce point de vue. On doit revisiter dans les écoles hôtelières la façon dont on enseigne le service en salle. Lire le menu n'a aucun sens, à mes yeux. Le menu, tout le monde est capable de le lire, on les flashcode, c'est pas ça. Donner la liste des cépages, je m'en fous. Quand je viens boire un vin, je n'ai pas envie qu'on me parle des atomes et du cépage. C'est pas de ça dont j'ai envie qu'on me fasse rêver. J'ai envie qu'on me fasse rêver. Pourquoi ce vin de cette région? Pourquoi ce Val-de-Loire qu'on produit à Strasbourg, que je consomme à Nice? J'étais il n'y a pas très longtemps dans un restaurant, produits locaux. Les huîtres d'Arcachon, j'étais à Strasbourg, hein. Les huîtres d'Arcachon, c'est pas sérieux, quoi. Il y a une dissonance cognitive qui s'installe. Donc, si vous voulez, quand je dis ça au-delà de la boutade, c'est que d'abord il va falloir que les professionnels, puisque c'est eux qui sont au démarrage dans le référentiel d'activité professionnelle, disent clairement c'est quoi le métier de salle. C'est quoi exactement? Certains disent, écoutez, il n'y a plus de technique, un bon commercial, ça fait l'affaire. Et en plus, il embarque avec la vente additionnelle, il t'embarque le morceau, on est dans une entreprise, il ne faut pas en perdre de vue. Puis d'autres disent, non, on a une autre dimension. La difficulté, et vous l'avez justement dit, c'est que le personnel de salle, son activité repose sur des valeurs qui sont complètement effacées aujourd'hui. Face à l'égocentré de cuisinier, qui est sorti de sa cuisine, mais en même temps, on lui a laissé la place pour sortir. Il n'a pas bousculé tout le monde, il l'utilise, et je suis désolé de dire, mais il y a 20 ans, quand on disait aux jeunes, vous êtes en CAP Bac Pro Cuisine, c'était très mal vu. Aujourd'hui, ils en sont fiers. Quand vous avez les fils d'inspecteurs généraux, les inspecteurs généraux qui vous disent, on est fiers d'avoir notre fils là, c'est un marquage qui tient la route, sur le plan sociologique. Hein? Donc oui, la première des questions, c'est que moi, je suis confronté à une vraie difficulté. C'est que j'ai du mal à définir, on a du mal à m'expliquer ce qu'est la professionnalité de certaines professions. En quoi, sur le plan culturel, elles sont ancrées. Si on les résume à des techniques, vous comprenez très bien, le flambage découpage, si on ne flambe plus, alors les professionnels que vous êtes, vous allez recruter des personnels qui n'ont pas forcément ces qualifications. Et si vous rajoutez la communication que j'entends à certains endroits autour, vous êtes motivé, pas besoin de qualification, on vous embauche. Au pays du diplôme, c'est dévastateur. Puisque la consigne va être donnée par les parents. Je vous rappelle qu'en France, on a fait le choix de réguler l'ensemble d'une génération entre 3 voies de formation à l'âge de 14 ans, 15 ans. Donc quand vous êtes papa ou maman d'une gamine ou d'un gamin de 14 ans, quand vous entendez ce discours, vous dites, passe ton bac d'abord, ensuite tu verras, de toute façon, il y a du boulot. Je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de valoriser ces métiers. On valorise ces métiers à travers la question des produits, pas seulement à travers la question des techniques. Donc toute la mutation pour nous, la difficulté, c'est de conserver encore une fois la tradition. Qu'est-ce qui a fait la noblesse? Ces gestes, parce que c'est des beaux gestes. Hein. Nous sommes allés, j'avais piloté une délégation en Chine, et le jeune, il flambait juste une orange.
Il avait une standing ovation parce qu'il avait flambé une orange. Il n'y avait pas besoin d'un grand cinéma. Mais c'était du théâtre pour l'heure. Bon. Donc oui, je suis assez d'accord avec vous sur la question d'éthique, mais ce n'est pas le cœur du recteur. Le cœur du recteur, c'est qu'est-ce qu'on appelle les métiers de salle. Quand je discute avec les MOF, on doit appliquer les techniques traditionnelles, le dressage de la table, comme on l'a appris dans les grandes écoles d'autrefois, que les maîtres d'hôtel dans les années 50 ont fait la gloire n'était pas née, laisse tomber. Et puis de l'autre côté, j'ai Denis Courtiade qui me dit, mais Michel, ça sert à rien, comme on ne sait pas, ils ont des allergies, ils savent pas ce qu'ils vont prendre dans l'apéritif, donc ça sert à rien de dresser la table. Moi, je fais comment? Je forme à l'apprentissage des techniques ancestrales, ou je forme à la capacité d'adaptation pour dresser la table le moment venu. J'ai la faiblesse de penser que celui qui a construit à partir de bases solides peut se permettre de déconstruire, pas l'inverse. Merci. En tout cas, on est au bout des 4 thématiques évoquées. Merci. Merci à toutes et à tous. Maintenant, place aux questions de la salle, s'il y en a. Merci d'avoir. Sur la première question, un peu difficile, mais s'il n'y en a pas. Madame Agnès Vaffier qui va en poser une. Le proviseur de demain. Bonjour monsieur. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit en fait. Quand on va à un entretien d'embauche, c'est que quelqu'un est plus motivé que quelqu'un qui a une formation. Mais je trouve ça aberrant, mais je trouve ça normal. Et c'est la réalité de parfois. C'est plus que quelqu'un de plus motivé que donc, un exemple, quelqu'un qui a étudié dans la communication, il va se présenter, il n'a pas eu de formation hôtellerie-restauration, il va se présenter à un entretien. S'il a une forme de chat, une façon de se vendre, il va pouvoir être embauché. Peut-être plus que quelqu'un qui a eu un CAP ou un EP ou un bac pro. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être préparer les élèves dans la formation à avoir une certaine aisance et une certaine facilité à se vendre dans un entretien? Mais c'est très judicieux ce que vous dites. C'est pile poil ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que... mais en même temps, je fais très attention de ne pas réduire les métiers de salle à de la communication ou de la relation client. Ça n'est pas que ça. Lorsque j'ai réformé le bac pro avec les familles de métiers, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait monter en puissance le serveur et en puissance le cuisinier, parce que le personnel de salle doit savoir quelles sont les techniques qui ont été utilisées par le cuisinier pour tout simplement les sublimer dans son argumentation commerciale. Et le cuisinier a besoin de savoir ce qui se passe en salle pour comprendre les contraintes du personnel de salle qui va devoir amortir le choc si le cuisinier s'est raté. D'accord? Et j'ai besoin en plus que ces deux-là savent ce qui s'est passé en amont avec le producteur, comme l'a dit très justement le chef tout à l'heure, parce que j'ai besoin qu'ils connaissent les produits et qu'ils sachent en parler. Ça ne se réduit pas à l'art de parler, ça ne se réduit pas à de la communication, c'est bien plus que ça. Il y a des connaissances, il y a une façon de se mouvoir, il y a une façon de s'effacer derrière le client tout en étant présent. Vous savez, quand les restaurants, ils sont très balèzes. Hein. Installez-vous où vous voulez, ils vous guident de la main, ils vous montent la chaise. Vous avez l'impression que vous installez où vous voulez. En fait, il vous a clairement mis là où il voulait vous mettre. Technique classique chez eux. Bon, ça s'apprend. Maintenant, dans la contrainte, et c'est pour ça qu'on a un protocole de recherche avec le campus d'ici, tout simplement, parce que ce qu'on travaille, c'est qu'est-ce qui se joue dans les actes professionnels. On travaille sur cette question de la recherche. Or, généralement, dans la formation, on est obligé de passer par des scénettes, par du mimétisme. En d'autres termes, ce qui pêche dans la formation, c'est que pendant très longtemps, il fait comme je fais. La réponse, elle est de ça. Pourquoi? Fait. On verra pour le reste. C'est comme ça. C'était l'éducation. On est assez nombreux à avoir été éduqués comme ça. Pourquoi? Parce que, bon, la réponse était donnée, on ne cherchait plus à comprendre. Parce que. Aujourd'hui, les générations, c'est plus du parce que qu'elles veulent. Elles veulent comprendre les vraies raisons, les vrais fondements du geste qu'ils vont utiliser. Eh bien, toutes ces dimensions-là sont dans l'acte de formation. Or, pour les comprendre, encore faut-il qu'on passe, et c'est l'acte du protocole SUCAM, qualité perçue, c'est-à-dire que, par exemple, pour vous donner simplement le mode opératoire, on met sur la tête de grands professionnels, des très grands professionnels de renom, des lunettes avec des caméras. Le but du jeu, c'est que
on filme évidemment son acte professionnel, mais qu'ensuite il y a un replay interview, c'est-à-dire qu'il va y avoir pendant 3-4 heures un entretien avec le professionnel et les chercheurs, pour lui faire verbaliser, oraliser, expliciter ce qui s'est joué sur ce qu'on voit à la télé. Parce que le professionnel a ceci de particulier, c'est que lui, il a intégré ce geste. Il en parle, mais il oublie de parler des moments cruciaux qui font qu'à un moment donné, il y a juste un tout petit geste qui fait qu'on rate ou on réussit le plat, ou alors on réussit le service. Parce qu'il y a ce petit truc qu'il faut. Et là, justement, le travail de recherche consiste à faire ça. Donc, oui, dans l'acte de formation, on doit travailler ces dimensions commerciales, la relation client, mais ça ne suffit pas. On doit aller bien au-delà. Et c'est probablement parce qu'on doit aller bien au-delà que ces métiers, contrairement à la cuisine, nécessitent un haut niveau de culture générale. Voilà. La messe est dite. Bonjour, merci pour la qualité de vos interventions. Le sujet, c'est le futur de la formation. J'ai une question, en fait, comment voyez-vous le futur de la formation au regard de la pandémie qui vient de se passer? Il y a eu des formations qui sont faites à distance. On a essayé de faire une continuité pédagogique à ce niveau-là. Comment est-ce que vous voyez dans les métiers ici qui sont des métiers pratiques, on filme des gestes, on fait des gestes techniques, comment est-ce qu'on pourrait le mettre en pratique ou comment est-ce que vous envisagez le futur? Est-ce que la comodalité dans ces métiers de la cuisine sont possibles? Est-ce que, on a parlé aussi de l'hybridation des formations, comment ça pourrait s'appliquer? Alors, moi, c'est une question qui m'intéresse à la fois pour les restaurateurs ou pour monsieur l'inspecteur, ou aussi bien pour la région, madame Victor-Rimbaud. Voilà, est-ce que vous aurez une réponse à ce niveau-là? J'aurais tendance à dire que pour l'enseignement professionnel qui a donc toute une partie non négligeable de matières qui, elles, peuvent effectivement s'enseigner, pourquoi pas à distance. Nous, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, depuis avant la crise sanitaire, nous devions être des précurseurs. Nous avons mis en place les manuels numériques et nous avons doté l'ensemble de nos lycéens professionnels et généraux de tablettes. Donc effectivement, il y a certains enseignements qui peuvent se faire à distance. Après, en ce qui concerne les formations par apprentissage, je vais laisser aux professionnels la réponse, parce que là, j'avoue que je ne sais pas du tout comment ça pourrait se faire. Ça tombe bien, je ne pilote pas l'apprentissage. Non. Oui, la pandémie nous a enseigné qu'effectivement, il y avait d'autres modalités d'enseignement, de formation, et qu'il faut les saisir. Maintenant, je me méfie du tout digital. C'est clair que ça a ses limites. Ça a ses limites, parce que l'ancrage avec la réalité, c'est ce qui fait la caractéristique de ces métiers, c'est que dans un lycée hôtelier, vous avez un ancrage avec la réalité. Le cuisinier cuisine. La personne de salle est avec des vrais clients. Ça fait la différence avec des formations simulées. Et j'y tiens beaucoup. Maintenant, ce n'est pas les seules modalités de formation. On peut se former en entreprise dans d'autres modalités. La question, c'est de l'articulation de tous ces temps de formation. Qu'est-ce qu'on y met derrière? Quels sont les contenus? Donc, si vous me demandez comment je vois les formations demain, oui, ces modalités vont se développer. Je suis saisi très régulièrement de demandes d'accompagnement pour des formations à distance. Bon, les formations à distance, on peut les faire avec des tutoriels et tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des tutoriels, c'est pas plus mauvais. Quand je veux réparer quelque chose, je prends un tutoriel. Bon, c'est une forme d'apprentissage, mais on est loin de l'apprentissage réel, parce que lorsqu'on est avec un mentor qui est juste à côté, lorsqu'on est avec son professeur, la relation va bien au-delà du geste. Elle est physique, elle est intellectuelle, elle est culturelle, et c'est cette dimension qui manque avec le virtuel. Avec le virtuel, oui, on a une technique, mais on n'a pas la relation humaine. Or, ce sont des métiers de l'humain avant tout. Donc voilà pourquoi je crois qu'à terme, dans tous les cas de figure, ça ne remplacera jamais une expérience réelle en entreprise, ça ne remplacera jamais, et c'est la raison pour laquelle dans nos écoles hôtelières, on essaie de se rapprocher du milieu de l'entreprise. C'est très compliqué, parce que les différents modes de restauration, vous allez nous dire, oui, je suis dans tel type de restaurant. Lorsque vous êtes dans une brasserie parisienne, la caractéristique des brasseries parisiennes, c'est des tables toutes petites, serrées. Donc la question des déplacements est cruciale.
Donc on doit apprendre aux jeunes à se déplacer avec un plateau, il faut savoir le tenir, parce que s'il le mène 2-3 fois dessus la tête du client au bout de 3 minutes, son contrat est fini dans la foulée. Donc il y a des dimensions qui ne sont pas immédiatement identifiables dans la formation, parce qu'on ne peut pas former à tous les contextes professionnels. En revanche, notre rôle, c'est peut-être de développer des aptitudes, une agilité chez nos jeunes, et vous ne la retrouvez pas forcément, c'est clair, une agilité chez nos jeunes qui permettent de s'adapter au contexte. Mais là, on a besoin en retour de l'entreprise pour accompagner ces jeunes dans cette entrée en matière. C'est-à-dire, en d'autres termes, on ne peut pas développer un enseignement professionnel qui se dit alterné sans que l'entreprise prenne le relais réel de ce qui se passe à l'école, et ainsi de suite. C'est-à-dire que je crois à l'alternance à condition que les deux aillent dans le même sens. Donc voilà, donc je fais un appel aux professionnels pour que l'accueil des jeunes en entreprise soit bienveillant, exigeant, mais que vous preniez en compte, en contrepartie, les contraintes de l'école qui, elles, forment des jeunes, pas seulement aux gestes que vous attendez dans vos entreprises. Simplement, peut-être aussi pour donner un exemple, souvent je disais aux enseignants avant le Covid qu'il fallait serrer les budgets, faire attention aux dépenses, économiser, valoriser les productions. Je leur disais souvent, sinon vous allez éplucher les carottes sur l'ordinateur. Je ne croyais pas que ça allait arriver après pour d'autres raisons. Effectivement, c'est le Covid qui nous a amené à passer derrière un écran et éplucher ces carottes sur ordinateur. Alors, clairement, effectivement, au début du Covid, comme le lit, on est parti un peu dans tous les sens. On a été pris au dépourvu. C'est parti sur WhatsApp, c'est parti sur différentes applications. On a géré comme on a pu les choses, et je pense qu'on a mis en place des choses intéressantes en distanciel. Maintenant, effectivement, je pense que, comme disait M. Denis, je pense qu'il faut qu'on reste sur des choses concrètes dans nos métiers. Ça viendra en complément. Je pense que le digital, M. Barbati, si je me souviens bien, c'est ça, j'en profite, qui est commercial de cette caméra également, et qui, effectivement, propose des choses en termes pédagogiques intéressantes. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Voilà. Oui. Sur le digital, notamment sur l'innovation digitale, je pense que M. Ferraud voulait éventuellement parler de Definum aussi. Pardon. S'il n'avait pas envie d'en parler, il en parlait. Merci, Julien. Donc, effectivement, là aussi, dans le cadre des réseaux des campus, nous sommes partenaires du campus des Hauts-de-France, un des partenaires qui vient d'être élu à un appel à projet qui était sur Definum, donc le défi numérique, de manière à faire de la production de ressources numériques pour les écoles hôtelières, la filière hôtellerie, avec des professionnels de l'hôtellerie, mais aussi avec des professionnels du numérique, notamment BPI Édition, que tout le monde connaît dans les lycées hôteliers, Guestenline aussi, qui est un partenaire, et OSCO. Voilà, 3 grands partenaires privés qui sont associés au réseau des campus pour développer ces nouvelles pratiques pédagogiques. C'est une des ressources, mais c'est vrai que ça ne suffit pas, il y a quand même toujours le principe de réalité et qu'il faut pratiquer pour acquérir certains gestes. Mais c'est une bonne continuité. Et puis pour des publics aussi parfois éloignés, ça permet de reprendre certains cours, de revenir sur certaines séquences qu'on n'a peut-être pas suffisamment approfondies avec le professeur. Donc c'est vraiment quelque chose à exploiter. Et c'est ce qu'on va faire dans les 3-4 années à venir. Voilà. Pour moi, il y a une chose que je voudrais reprendre avec le jeune homme là-bas. C'est que, qu'est-ce que c'est faire le service? Le service, déjà, c'est l'accueil. Quand vous rentrez à un restaurant, comme dans un magasin, quand il y a l'accueil, déjà, vous avez envie de rentrer, vous avez envie d'acheter ou manger. Deuxièmement, une chose que, justement, on est en train de dire, ce métier de service, on a un peu négligé, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui font du service, ils n'ont pas de base. Quand on leur demande qu'est-ce qu'il y a dans le menu, ils ne savent pas ce qu'il y a dans le plat. Et ce que je reprocherais un petit peu, c'est qu'il faut qu'il y ait un peu plus d'échange entre la cuisine et la salle, pour que le serveur puisse dire au client, il y a ça dans la composition. On ne lui demande pas la recette, mais un ensemble général. Et souvent dans les restaurants, vous demandez qu'est-ce que c'est, ils ne savent pas quoi vous répondre. Tu nous as tué, regarde. Peut-être une dernière question ou
Monsieur Faure. Oui, une question, enfin une remarque et une question. La remarque d'abord, c'est, je me souviens d'un concours qui s'appelait Entre tradition et modernité. Et finalement, j'ai le sentiment à vous écouter que c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est un peu les deux, quoi. Voilà, finalement, c'est tradition et modernité dans ces professions-là, et c'est quelque chose qu'il faut maintenir. La question, on a parlé de ce que les jeunes n'ont plus par rapport à ceux d'avant. Moi, j'aimerais que les professionnels évoquent un peu ce que les jeunes ont et que les autres n'avaient pas avant, et qui apportent effectivement à l'entreprise aussi. C'est ce que j'allais vous dire justement, parce que nos jeunes, ils ont la chance d'avoir des outils maintenant, ils dégainent leur téléphone, et s'ils ont une question sur le filetage d'un poisson, un truc qu'ils n'ont pas compris, s'ils sont curieux, ils peuvent y aller. Bon, nous, on avait des bouquins à l'époque, on les feuilletait, mais on n'était peut-être pas aussi curieux, c'était pas aussi ludique. Et ils ont une grande chance, et moi je sais que parmi tous mes jeunes, maintenant, ils font tous la mise en place sur leur téléphone. Et tiens, demain on fait ça, ah ouais, poisson, et puis il va regarder, tiens, ce poisson-là, c'est ça. Et ils ont, s'ils ont envie, ils ont la possibilité d'avoir cette connaissance que nous on avait différemment. On avait par les bouquins, on avait pas les étagères, mais ouais, ils ont tout concentré sur un téléphone. J'ai envie de dire tradition, et moi je fais pareil maintenant. Après, c'est Jacques Maximin qui disait que pour faire la cuisine, il faut des bases. Et je rejoins complètement. Un mec qui sait pas faire une bonne base, à moins qu'il soit autodidacte, il va faire autre chose. Mais la cuisine, c'est les bases, et grâce à ces bases, on arrive à faire plein de choses après. Et grâce à ces outils, maintenant, on arrive à diversifier. Il y a plein d'émissions de télévision que nous, on n'avait pas à l'époque aussi. Alors, on peut les critiquer, on peut les remarquer. En attendant, elles existent, elles ont suscité des vocations certainement. Moi, mon inquiétude maintenant, en fin de carrière, c'est de me dire, le métier de service à dévaloriser. Alors René, tu nous as dit que c'était à cause de toi, parce que tu as arrêté les flambages, mais moi je dis maintenant, il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on dise comment et avec quoi on va pouvoir intéresser nos jeunes à faire du service. Alors oui, c'est de la discussion, oui, c'est du management, oui, c'est tout ça, mais je pense qu'il y a encore autre chose. Voilà, il y a les horaires, enfin, je pense qu'on a survolé un petit peu tous les problèmes que les jeunes ont envie d'entendre maintenant, mais arrêtons d'en parler, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on parle de tout ça. Maintenant, posons-nous, c'est un problème politique aussi, est-ce qu'il ne faut pas revaloriser un petit peu le travail, tout simplement, et peut-être que ça reviendra tout naturel, et que nos jeunes qui ont la nécessité de travailler, travailleront et se poseront peut-être un peu moins de questions. Voilà, je ne voulais pas faire politique ce soir, mais c'est un peu le problème aussi au cœur de notre problème à nous. Alors, moi j'avais une question, donc effectivement, donc l'humain est au cœur du réacteur de nos métiers, ça on l'a bien vu. Est-ce que les compétences relationnelles, humaines, l'intelligence émotionnelle, dont on parle pas mal en ce moment, a vocation à être pris en charge par l'éducation nationale dans des modules? Est-ce que c'est le rôle plutôt des parents? Est-ce que c'est après au rôle de l'entreprise de gérer ça? Mais c'est vrai, comme disait René Vergès, ce qui peut se passer entre la cuisine, la salle, tout ça c'est de la communication, tout ça c'est la connaissance de soi, la relation à l'autre. Est-ce qu'on n'a pas aussi là un grand terrain de jeu à travailler pour voilà, améliorer la communication? Enfin, nous, dans l'entreprise, c'est ce qu'on ressent. Il peut y avoir du mal-être, il peut y avoir... Tout ça, c'est que de la communication. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des points à développer là-dessus, peut-être à travers l'éducation? Alors, en fait, ce que vous énoncez est tout à fait au cœur des préoccupations des ministères actuellement. Face aux mutations technologiques, organisationnelles, sociétales, ultra rapides, dire qu'on prépare les jeunes à un métier est une erreur assez funeste, parce que d'une part, cette notion tend à s'effacer au profit d'organisations qui, elles, mutent. Ce sont des organisations apprenantes, hein, vous l'avez très justement dit. Donc la volonté des ministères, c'est d'intégrer dans le process de formation, eh bien, ce que les disciplines, puisqu'on mobilise des disciplines générales et des disciplines professionnelles, la façon dont elles contribuent au développement de compétences dites psychosociales, des soft skills, enfin des compétences dites douces, c'est-à-dire la capacité du jeune à s'inscrire dans un collectif, à résister à la pression, à s'inscrire dans une démarche projet, à être mobile, et là pour le coup on a de sérieux efforts pour être mobile à la fois physique, puisque l'un des critères de choix des formations des jeunes, c'est le critère géographique. Hein, on choisit une formation qui est proche de chez soi, pour un coût qui est généralement élevé, et donc la question de la rémunération de la formation joue. Vous êtes confronté à la rémunération, vous êtes confronté à l'hébergement, vous êtes confronté à tout un tas de problèmes qui sont extrêmement lourds pour une entreprise, mais on a les mêmes de notre côté. Oui, on va dans ce sens-là.
C'est-à-dire que de plus en plus, on identifie la contribution très explicite à la façon dont un jeune va comprendre une organisation, va travailler l'estime de soi, parce qu'on a faiblesse de penser que l'estime de soi est centrale. Quand quelqu'un n'est pas considéré, lorsque quelqu'un ne se sent pas bien, il ne peut pas s'auto-évaluer, il ne peut pas se projeter, c'est pas la meilleure façon, évidemment, d'avoir un collaborateur qui s'épanouisse au travail. Ce sont des dimensions qu'on prend. Mais c'est plus facile de le dire que de le faire. Lorsqu'on dit qu'il faut développer le travail en équipe dans l'enseignement, je ne suis pas immédiatement convaincu que les enseignants travaillent en équipe tout de suite. Donc, pour le dire clairement. C'est-à-dire que ce qui me semble très important, c'est de rapprocher le discours de la réalité, de ce que vivent les gens. On ne peut pas avoir un discours sur la valorisation de l'enseignement professionnel en France si ce que chacun vit, c'est une hiérarchie implicite entre les ordres d'enseignement. D'abord l'enseignement général, l'enseignement technologique, l'enseignement professionnel, tout au bas, l'apprentissage. Parce qu'on est toujours sur cette hiérarchie. Donc on a un discours autour de la valorisation des enseignements, autour de la valorisation de l'apprentissage, autour de la valorisation de la formation professionnelle. Et puis on a une pratique. Moi, j'ai l'image de la façon suivante, généralement. J'ai vu des familles où dans une soirée, qu'est-ce que fait ton fils? Le mien, il est au MIT. Et le tien, il est à H4. Et le tien, il est en bac pro. Hein, Kezako? Oh, mais c'est très bien un bac pro. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, le bac professionnel, l'enseignement pro, l'apprentissage, c'est bien pour les enfants des autres. Voilà. Tant qu'on sera là-dessus, tant qu'on considérera... alors quand on parle d'intelligence de la main, ça me fait toujours rire, comme si la main n'était pas reliée au cortex. L'intelligence tout court. Mais il y a différentes façons de l'exprimer. Alors évidemment, du côté des MOF, c'est expressif. Les cuisiniers, c'est expressif. Les arts de la table, c'est aussi expressif. Il suffit de les voir, se mouvoir, c'est expressif. Mais peut-être que c'est plus difficile de le valoriser au quotidien, parce que parler d'excellence, c'est pas simplement les MOF. L'excellence, c'est tous les jours. L'excellence, en fait, relève pour moi du don de soi. C'est ça l'excellence. C'est donner le meilleur de soi. Voilà. Le vrai combat qu'on conduit, c'est avec soi-même. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Elle peut pas de la chute? Ici, je vais rebondir à ça parce que j'ai fait de moi 42 ans en service, donc un métier que je connais, que j'ai fait à certains niveaux. C'est très difficile parce qu'à chaque fois qu'on est sur un sujet, et j'en suis dans pas mal de sujets depuis que je suis en retraite, on arrive quand même toujours à mettre le cuisinier en avant. C'est normal, c'est lui qui est le plus médiatique. Donc je pense qu'il y a une réflexion à faire au niveau de notre métier, mais pas seulement entre professionnels, parce que les jeunes vont dire quoi voilà, on a parlé des émissions de télé, le numérique et tout, et on en revient toujours quand même au chef, au cuisinier, alors que malheureusement le serveur il peut massacrer le plat du cuisinier en arrivant en salle. Donc je pense qu'il y a une réflexion importante pour le grand public, pour que les jeunes qui au départ ne sont pas obligatoirement envie d'aller dans la restauration, mais c'est un métier où il y a du travail, d'arriver à leur donner envie de venir faire ces métiers-là. Je crois qu'il faut, pas seulement en table d'honneur, mais en table de règle, on connaît tous les problèmes de la restauration, on les touche du doigt, et au niveau de la formation, je pense qu'il y a vraiment moyen de vraiment poser le problème de comment aller chercher les jeunes. Pas seulement ceux qui ont la vocation, mais ceux qui ont pas la vocation et qui viennent, ils sont évalués, ils vont faire ce métier. Ils vont continuer, et on en rencontre, il y en a encore beaucoup quand même, mais c'est d'aller chercher les autres, c'est d'inviter les autres. Malheureusement, les émissions de télé, c'est vrai que le service matin à la 7, on va pas en faire une émission. Le côté théâtral de notre métier. Je pense que j'ai vu un reportage un jour, La Mare aux oiseaux, qui a une étoile Michelin, Guérin, en fait. Il fait venir une fois par mois ou régulièrement quelqu'un qui est dans le théâtre et qui va, comme vous dites, expliquer le menu, c'est une chose, de dire ce qu'il y a sur le menu. Mais de le dire avec, pour que le client ait envie de manger ce plat-là, parce que quelquefois le chef nous dit, oh les gars, ce soir, faut envoyer celui-là, ce plat, parce que voilà, faut l'envoyer, pour des raisons X et Y. Donc d'arriver à présenter un menu, mais en sachant très bien, et dans la communication, de donner l'envie à la personne de prendre ce plat-là. Ça, c'est en dehors du service, c'est du théâtre, c'est de la mise en scène. Donc je pense qu'il y a à réfléchir un peu sur ce type de problématique.
simplement, pour rebondir, mais je ne veux pas prendre monopoliser, il va falloir que les personnes qui sont très attachées au service arrêtent de regarder du côté du cuisinier. D'accord? L'avenir du service ne réside pas dans la mort du cuisinier. Non, l'avenir du service, il est dans la complémentarité. Hein, il est précisément dans la complémentarité. Donc, utilisons le fait que le chef est dans la lumière pour en prendre un peu. C'est ça. Mais à condition qu'on réfléchisse sur ce qu'on entend. Vous avez très justement évoqué le fait que vous avez une carrière longue sur le sujet. Mais encore une fois, moi je m'interroge toujours sur des professions qui ont l'émulation au cœur, la transmission au cœur, des médailles partout. Vous savez, vous regardez, ils sont stockés de médailles. Ce qui est à mettre, quand on parle de concours, c'est la concurrence, WorldSkill, c'est la concurrence, c'est-à-dire on donne le meilleur, peu importe le résultat. Donc ce qu'on doit inculquer aux jeunes en termes de valeurs, c'est tu donnes le meilleur, tu es premier, tant mieux, tu es dernier, tant mieux. Tu es content de toi. Dans tous les cas, tu gagnes. Exactement, en tous les cas, je gagne. Ah, je vais pouvoir vous laisser mon numéro de carte. Hein, et bien gagné. Bien, écoutez, merci de votre attention, merci à tous les intervenants pour ces échanges qui ont été très riches. On peut les applaudir. Merci.